C'est un écrivain, mais avant, il faut noter qu'il est journaliste. Il s'y connaît. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années ensemble, au niveau d'Afrique Média notamment. Jean-Paul Éric Yombi, je vais dévoiler le mystère. Ah oui, il était avec nous dans la préparation, la conception d'un certain nombre de sujets, mais aussi le partage intellectuel. Il a à son actif plusieurs ouvrages, je crois 7 ou 8. 8, voilà, 8 ouvrages. Eh bien, il est avec nous ce matin et c'est la première fois que je le reçois sur le plateau de Pan-African Media. Jean-Paul Éric Yombi, bonjour. Bonjour, vraiment merci de m'avoir invité et j'ai dit également merci, n'est-ce pas, à toute votre charmante équipe qui se déploie pour nous mettre à l'aise en fait. Vraiment merci. Merci d'être là. Nous revenons à vous dans quelques secondes. Le temps d'accueillir notre cher ami, le général Issa Diawara, du côté de Kaxi au Mali. Général Issa, bonjour. Bachir, bonjour bien sûr à tous mes deux frères au plateau, précisément Jonathan Batenguina aussi, et bien sûr l'autre qui est avec vous. Et nous saluons évidemment tout votre public, tous ces charmants publics qui est en train de nous suivre en ce moment. Très bien, merci. Merci d'être là, cher général Diawara. Alors, le Mali, comment il va, le Mali, Issa? Ah, le moral est beau, hein? Depuis la libération de Kidal, tout va bien. Voilà. Depuis la libération de Kidal, pour nous, il ne reste peut-être que le petit détail à régler. Oui. Vous avez égorgé même un mouton, il met du temps avant de rendre peut-être l'âme. Oui. Donc pour nous, sinon tout va bien, c'est derrière nous maintenant. Très bien. En tout cas, nous sommes très ravis de savoir que le Mali va bien et surtout depuis la libération de Kidal. Alors, en première partie de cette émission, avant d'aborder notre sujet d'accueil, Jean-Paul Éric Yombi, je voudrais échanger avec vous sur cet ouvrage qui est d'ailleurs à la réalisation déjà. Ils ont l'ouvrage très bien. Jonathan lisait d'ailleurs l'intitulé tout à l'heure. Retournement postcolonial, s'affranchir de la rentabilité coloniale. Alors, pourquoi cet ouvrage et pourquoi ce titre? Alors, il faut déjà dire que j'ai fait un travail de terrain qui s'est achevé l'année dernière. Oui. Et que les transformations en cours au Niger notamment ont trouvé qu'il y avait déjà une réflexion là-dessus. Donc le Niger arrive avec le coup d'État lorsqu'il y a déjà un travail qui a été fait, après avoir scruté les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, etc. Oui. Donc il y avait déjà une réflexion parce qu'il y avait déjà les sémences de transformation qui étaient posées dans quelques pays. Il fallait donc s'imbriquer dans ces dynamiques pour comprendre pourquoi et où allait-on. Oui. Donc, retournement postcolonial pour dire qu'il y a une sorte de renversement par rapport à un ordre antérieur. Oui. On a aujourd'hui des jeunes gens qu'on peut qualifier d'appartenant à la jeune, on peut l'appeler comme on veut, peu importe. Mais le plus important, c'est qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui veut une Afrique. Oui. Donc, retournement, renversement par rapport à un ordre ancien, par rapport à un ordre établi. Et bien entendu, ce nouvel ordre veut autre chose. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour le dire d'entrée de jeu. Il n'existe pas tel qu'on le vend un sentiment anti-français. Oui. Il existe des populations qui aspirent à autre chose. Oui. Il existe un sentiment anti-français dans des proportions extrêmement moindres, mais on a plutôt des populations qui veulent un autre imaginaire. Il existe un ressenti contre la France officielle, c'est-à-dire une France prédatrice, une France qui veut tout pour elle. Oui. Et c'est ces changements aujourd'hui que ces différents militaires, si on doit les appeler ainsi, sont en train de vouloir implémenter. Qu'on retourne à certains fondamentaux, qu'on traite d'égal à égal, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que le regard de la France, notamment sur l'Afrique, n'a pas changé. Oui. Et ce regard, nous le connaissons depuis 1885, lorsque Jules Ferry, Premier ministre, a pris la parole en pleine Assemblée nationale pour dire qu'il apportait trois choses au moment de la colonisation, qu'il apporterait la civilisation, oui. Qu'il apporterait bien entendu des idées économiques, oui. La recherche des débouchés et des idées politiques. Donc on a l'impression que dans ce qui concerne la civilisation, il y avait un regard condescendant, un regard, n'est-ce pas, de maître à esclave, et on a l'impression aujourd'hui que ce regard n'a pas changé.
toute chose pour conforter bien entendu ce retournement, ce renversement des situations, ce renversement d'échelle de valeur. Retournement postcolonial, s'affranchir de la rentabilité. Alors, en première de couverture, on peut voir le président Assimi Goïta, celui qu'on reconnaît. Pourquoi Assimi Goïta? Parce qu'il incarne le mieux ce changement. Tout a commencé avec lui. J'étais à Bamako pendant ce qu'on appelait la rectification. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier coup d'État et puis il y a eu le deuxième qui est venu corriger le défaut. J'étais à Bamako lorsque tout cela s'est passé. Donc, il est en photo parce que il exprime au mieux ce changement. Il y a la profondeur dans ce qu'il est, l'homme, c'est-à-dire un homme secret, qui agit plus qu'il ne parle. Oui, il est aussi celui qui a commencé cette transformation en cours. Donc, pour tout cela, il méritait bien entendu d'incarner ce retournement postcolonial. Est-ce que, justement, le livre ne parle que d'Assimi Goïta dans ce retournement postcolonial? Non. Le livre lui-même parle de la trajectoire historique, de la rencontre entre la France colonisatrice et l'Afrique. Donc, en première partie, je m'attelle à montrer dans quelle mesure la colonisation a vidé l'Afrique de son essence, a vidé l'Afrique en lui enlevant ce qu'elle avait de plus cher. Je vais prendre quelques exemples qui concernent l'aspect historique. Si vous avez lu comme moi l'ouvrage Mamadou et Bineta, lorsque vous parcourez cet ouvrage, qu'est-ce qui vous frappe de temps en temps? Vous verrez des mamans avec un enfant au dos. Et portant notamment un baluchon ou alors peut-être un seau d'eau. Mais jamais dans ce livre, vous ne verrez, on vous parlera de Béhanzin, de Samori Touré, jamais de Oumyobé. C'est-à-dire que nous sommes dans une perspective où on donne à l'Africain on vend un environnement où il ne doit pas conquérir l'avenir, il ne doit pas être têtu, il doit se contenter de ce qu'il a tout de suite. Donc, cette rencontre de la colonisation avec l'Afrique, c'était une rencontre pour vider l'Afrique de ce qu'elle était, de son sens de la solidarité, de son sens de l'affirmation. Et bien entendu, lorsqu'on lui a vidé cela, on a assuré une continuité avec des programmes scolaires. Dans ce qu'on enseignait à l'école, qu'est-ce qu'on y mettait? Les enseignements de la soumission, les enseignements de la docilité, les enseignements de l'obéissance, pour nous dire, en réalité, restez dans le cadre qu'on vous propose. N'essayez pas d'être têtu, n'essayez pas d'être indocile. Et la deuxième partie de l'ouvrage traite bien entendu de ces conséquences. Conséquences que nous avons de cette colonisation, c'est quoi notamment? La création de ce que j'appelle une république d'en haut et une république d'en bas. La république d'en haut, c'est toute l'élite qui gère, n'est-ce pas, le pays et qui est complètement déconnectée de la base. Et la base, c'est la république d'en bas. C'est une déconnexion voulue ou alors c'est tout simplement le fruit du hasard? C'est pas le fruit du hasard, c'est une construction coloniale. C'est-à-dire que le pouvoir, l'État est né en Afrique noire francophone dans une perspective d'assurer à une classe avantages et privilèges, de telle sorte que ceux-ci s'en contentent et ont du mal à accepter que les autres entrent dans la mangeoire, s'il faut l'appeler ainsi. Et d'autre part, on a une population, une république d'en bas qui a du mal à s'affirmer. Bien qu'aujourd'hui, il est important de regarder toute cette dynamique de transformation qui tendent bien entendu à renverser l'ordre établi. Mais plus intéressant encore dans le livre, c'est à partir du moment où il y a cette transformation, qu'est-ce qu'on fait pour que cette transformation dure plus longtemps? Qu'est-ce qu'on fait pour que le rêve ou alors la transformation ne s'arrête pas avec le président Assimi, le président Traoré, le président Tiani notamment? Donc il faut qu'on réfléchisse sans trop voir l'action malienne belle et parfaite, mais comment proposer pour que cela dure, pour que cela s'installe sur des générations. Première proposition notamment, c'est de proposer pour la grandeur et contre l'oubli. Il faudrait qu'on éduque nos populations, qu'on leur rappelle sans doute qu'il y a des personnes comme les Béhanzin, comme Samori Touré, qui ont eu des contributions objectives dans la construction de l'histoire africaine. Et on doit convoquer de plus en plus cela pour nous rappeler la force que nous avons. Cette force qui est en nous, mais que nous avons du mal ou alors que nous essayons de révéler de plus en plus. C'est ce que vous avez appelé éduquer en faveur de la grandeur et contre l'oubli. Et contre l'oubli. Ce qui tue l'Afrique notamment en ce moment, c'est l'oubli. La question de la mémoire. On est amnésique. On ne se souvient pas toujours qu'avant nous, il y en a qui ont fait ainsi.
Et c'est pourquoi il faut féliciter notamment le Mali et le Niger, pour ne parler que de ceux-là, et même bien entendu le Burkina Faso. Vous avez au Mali aujourd'hui deux expressions très intéressantes. Oui. Maliba, Oui. qui veut dire Grand Mali. Oui. Mali Koura, Nouveau Mali. Lorsqu'on dit Maliba, Grand Mali, on convoque toujours le passé du Mali. C'est pour ça que vous avez de temps en temps, de manière récurrente, on vous parle de Modibo. On vous parle des Sundiata, parce qu'ils ont eu des contributions objectives par rapport à l'histoire. On refuse d'être amnésique. On veut être grand comme les autres le furent avant nous. Et on veut un nouveau Mali en s'appuyant sur ceux-là. Vous avez le général Tchiani, lui, qui a convoqué notamment Ousmane Dan Fodio dans un de ses discours. Donc il y a un rappel à l'histoire. Vous voyez le président Traoré, il nous rappelle Sankara. De temps en temps, il a décidé d'exhumer Sankara, de le mettre au Panthéon. Ça veut dire qu'avant lui, il y en a qui ont fait. Et il faudrait que de plus en plus, qu'on ne soit pas amnésique, qu'on soit dans une logique, bien entendu, de réappropriation de notre histoire. Une approche économique portée par l'idée coopérative. Vous n'êtes pas resté seulement sur les aspects politiques. Non, pas du tout. Et même géopolitique. Voilà. En fait, la société africaine est une société communautaire. Et pendant la guerre froide, on nous a trop vendu l'idée selon laquelle si vous n'êtes pas capitaliste, vous êtes communiste et vous êtes contre. Il fallait être dans un camp ou dans l'autre. Ce n'est pas toujours blanc ou noir. C'est-à-dire, moi je pense que en ce qui concerne le Cameroun, par exemple, on a une population rurale qui est estimée à 45%. Et l'esprit communautaire doit veiller. C'est-à-dire, même si nos pays africains sont inscrits dans une logique du capitalisme, on ne peut pas abandonner ce que nous sommes. L'esprit communautaire. C'est quoi l'idée coopérative? C'est que, par exemple, 50 personnes se réunissent. Il y a des plantations. Aujourd'hui, on va travailler chez tel. Demain, on va travailler chez tel. Et que la production là soit vendue en masse. Pour peser sur le coût des choses. Et non que chaque individu puisse faire seul. Donc, il doit y avoir une véritable organisation sociale pour ne pas casser les solidarités structurelles qui existent déjà et qui fonctionnent très bien, mais qu'il faut juste encourager. Alors, le livre, il est là. Comment est-ce qu'on l'obtient, Eric Yombi? Alors, pour le moment, le livre est disponible à Douala, dans nos locaux. On peut donner le numéro. Comment dirais-je, notre structure, ou alors le lieu de distribution s'est situé à Douala, au carrefour Ange Raphaël. On peut donner le numéro 680. Juste à côté de l'université. L'université de Douala, oui, parce que beaucoup, quand on dit Ange Raphaël, parfois c'est... Donc, c'est à côté de l'université de Douala. Alors, le numéro 699. Après l'indicatif du Cameroun, naturellement. Bien entendu. 699 42 09 86. Je reprends. 699 42 09 86. À Yaoundé, c'est à la librairie des peuples noirs. À Bamako, le livre est disponible à la librairie Ba, au Grand Hôtel. Il faut bien préciser. Je crois que notre ami Issa doit connaître cette librairie. Très bien, au Grand Hôtel. Voilà. Tandis qu'à Ouagadougou, le livre est disponible au Mémorial Thomas Sankara. Très bien. Voilà donc les adresses bien indiquées. Et je rappelle qu'il y a un événement pour cet ouvrage. Oui. Alors, l'événement, c'est mardi prochain, le 5 décembre. C'est ici à Douala, à partir de 18h, à la Chaumière. C'est chez... La Chaumière, c'est à Bonaprison. À Bonaprison, chez notre grand frère Sambaka. Qui a beaucoup lutté en ce qui concerne l'aspect politique au Cameroun. Donc, ce sera mardi prochain. Nous attendons tout le monde pour réfléchir en ce qui concerne cette transformation profonde en cours en Afrique. Une meilleure compréhension de cet ouvrage. Et nous aurons juste après donc cette cérémonie de dédicace et de réflexion sur le livre, un entretien exclusif avec Jean-Paul-Éric Yombi sur les antennes de Pan-African Media, et la date vous sera communiquée. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.